Donc nous continuons. Donc comme on avait dit, donc on va créer un écran de supervision, et donc on va aller au niveau de la bibliothèque pour chercher des éléments qu'on va ajouter au niveau de l'écran de supervision. Donc on a ajouté un convoyeur pour matérialiser le convoyeur. Comme on avait dit, donc on doit superviser un convoyeur. Et donc après on va chercher une pièce pour matérialiser la pièce. Non. Donc on va, bon, parce que comme vous savez, un logiciel de supervision, ça consiste à dessiner. Donc on va dessiner et configurer, mettre les couleurs, ainsi de suite. Donc on va mettre la couleur du convoyeur. Donc on va mettre un convoyeur avec un tapis vert par exemple. Et après on va aller chercher dans la bibliothèque des éléments. Nous allons chercher nous allons ouvrir la bibliothèque. Et donc dans la bibliothèque on va trouver une bibliothèque d'éléments. Et donc on va chercher des moteurs. Donc on va ouvrir la bibliothèque des reactors, donc les actionneurs. Donc dans les actionneurs on va trouver des moteurs. Donc on va ajouter un moteur rouge et un moteur vert. C'est pour donner l'illusion que le moteur change de couleur. Donc on va faire apparaître le vert quand le moteur il est allumé, et on va faire apparaître le rouge quand le moteur il est allumé. Et donc comme on a dit, quand on veut faire un projet de supervision, la première chose qu'on fait, c'est la configuration de la communication. Et donc après, quand on a, qu'est-ce que c'est que la configuration de la communication? Je vais me répéter, mais c'est pas grave parce que c'est important. Configurer la communication, c'est associer, déclarer des devices et leur associer des drivers. Parce que quand on fait la simulation, par exemple, notre cellule flexible à l'ensemble, elle est composée de plusieurs machines. Ces différentes machines, ils sont supervisés par un logiciel de supervision. Donc le logiciel de supervision, il doit communiquer avec ces machines. Et donc par exemple, le robot, il communique à travers le protocole TCP/IP, le protocole Ethernet. Donc on va associer un driver qui s'appelle Ethernet. La machine, elle va communiquer à travers le protocole RS-232. Donc on va lui associer le RS-232. Et comme on avait dit la dernière fois, il y a des protocoles qui sont standards. Là, il n'y a pas de problème. Mais le grand problème, c'est lorsque les protocoles, ils sont propriétaires. Donc là, on est obligé de passer par des solutions pour assurer la communication. Et donc après, on va déclarer les devices. Par exemple, ici, on a déclaré un robot. Et on associe à chaque device le driver qui va assurer la communication avec la device. Et après, on va créer un process plan. Qu'est-ce que c'est qu'un process plan? Donc, c'est en anglais, process plan, c'est une gamme de fabrication. Donc, il ne faut pas faire une traduction mot à mot parce que ça ne marche pas. Process plan, c'est pas un plan de process, c'est une gamme de fabrication. Plan process, c'est pas planifier un processus, mais c'est le concevoir.
Et donc c'est pour ça que en général, quand vous trouvez en anglais a process plan, ça veut dire que c'est une gamme de fabrication. Et donc au niveau de Casimir Control, donc on organise ça sous forme de process plan. Et donc dans les process plans, il y a les devices et on associe à chaque device une task. Donc on va le voir après. Donc si c'est pas une device, c'est une fonction système, par exemple pour faire les calculs, pour ajouter une période, une fonction retard, pour ajouter une temporisation, ainsi de suite. Et donc dans ce langage, on peut aussi ajouter des variables. Donc on peut avoir plusieurs types de variables. On peut avoir des variables locales, des variables globales ou des variables système. Donc la différence entre une variable locale et une variable globale, elle est très importante en informatique, parce que en informatique, quand vous avez un projet, le projet il est formé de plusieurs programmes. Et dans un programme, on peut déclarer des variables comme étant des variables locales. Donc quand on sort du programme, donc on ne peut plus utiliser cette variable. On peut utiliser une variable globale. Et dans ce cas, donc quand on sort d'un programme et on va dans un autre programme, la variable globale, elle est toujours valable. Et donc quand on déclare une variable globale, le système lui réserve un espace mémoire tant que le projet n'a pas été fermé. Par contre, quand une variable est locale, quand le programme il est fermé et il y a le lancement d'un nouveau programme, donc le système ne lui réserve plus un espace mémoire. Donc on doit faire appel à des variables locales pour des questions d'économie de mémoire. Et après, quand on a réalisé un processus, on va le sauvegarder avec la commande save. Après, on va le compiler avec la commande check. Et donc, comme on a dit, donc l'objectif de ce TP, ça va être de superviser un convoyeur. Et on va donc ajouter un driver qui s'appelle ProcVis comme Process Visualization. Et vous avez ici le cahier de charge. Qu'est-ce que va faire cet écran de supervision? Donc cet écran de supervision va consister en un pupitre de commande composé de 4 boutons et de 2 voyants. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pupitre de commande? En général, une machine elle est équipée d'un pupitre de commande. C'est l'interface entre l'utilisateur et la machine. Donc dans un pupitre de commande, on a en général des boutons pour allumer, pour éteindre, un bouton rouge pour éteindre, un bouton vert pour allumer, des voyants, le voyant rouge qui est allumé lorsque la machine elle est éteinte, un voyant vert qui est allumé lorsque la machine est en fonctionnement, ainsi de suite. On a des boutons poussoirs, on a des arrêts d'urgence, ainsi de suite. Et donc tout ça, on le trouve dans le pupitre de commande. Et pour concevoir une pupitre de commande, on fait appel à un outil qui s'appelle GEMA, graphe des états de marche et arrêt, comme le graphe 7, ainsi de suite. Et donc vous avez ici les détails du cahier de charge. Donc qu'est-ce que c'est qu'un cahier de charge? Quand vous voulez concevoir un système, donc il y a un architecte qui fait la conception de l'architecture globale et qui définit les tâches par des cahiers de charge. Ou bien parfois le cahier de charge il émane du client directement. Donc le client vous dit que la machine que je vais vous commander, il doit faire ceci, cela, ainsi de suite. Et donc quand vous concevez la machine, vous devez utiliser les cahiers de charge. Idem pour la création d'un écran de supervision, on se base en général sur le cahier de charge
qui est fourni par le client ou qui est fourni par le chef de projet. Donc il va diviser le projet en plusieurs petits morceaux et qui va définir chaque petit morceau par un cahier de charge. Et donc on va créer l'écran de supervision. Donc comme il est dit dans le cahier de charge, donc l'écran de supervision, ça consiste en un pupitre de commande dans lequel il y a un bouton pour allumer le convoyeur, un bouton pour arrêter le convoyeur, un bouton d'initialisation, ainsi de suite. Et donc après il faut configurer chaque objet, chaque élément qu'on a ajouté. Par exemple, on a ajouté l'élément moteur, donc il faut le configurer. Configurer, ça veut dire on peut ajouter sa position, ses dimensions, on peut ajouter ici ici le moteur, il joue le rôle d'un voyant. Et le voyant, c'est l'équivalent d'un capteur. Donc un capteur, il ne contrôle pas, il est contrôlé par, donc un voyant idem, il est contrôlé par une variable. Donc qu'est-ce que c'est qu'une variable? Donc ici on va supposer le cahier de charge nous dit que affecter la variable dièse M1 au bouton Start. Donc qu'est-ce que c'est qu'une variable en fait? Donc la variable c'est ce qu'on appelle en anglais tag. C'est ce qui permet de configurer la communication entre le superviseur et les systèmes qu'on va superviser. Donc en général quand vous avez un système de supervision, donc vous avez un logiciel de supervision qui va communiquer avec l'automate d'une machine. Et dans une machine, on a des capteurs et des actionneurs. Et les capteurs et les actionneurs, ils sont définis par des variables. Des variables qui peuvent être des bits. Par exemple, une lampe, c'est une bit, ou bien elle est allumée, ou bien elle est éteinte. Et ils peuvent être définis par des mots mémoire. Un mot de 8, on peut avoir des mots de 8 bits, comme on peut avoir des mots de 16 bits, ainsi de suite. Donc les mots de mémoire, ils permettent de représenter une variable numérique. Par exemple, on a la température, donc c'est une variable analogique. Donc en général, on utilise un convertisseur analogique numérique et on connecte ce capteur à l'automate. Donc au niveau d'un automate, on a des entrées-sorties. Donc autrefois, on avait ce qu'on appelle le câblage parallèle. Donc qu'est-ce que c'est que le câblage parallèle? Les différents capteurs actionneurs du système de la machine, ils sont reliés directement aux entrées-sorties de l'automate. Donc après, il y a les réseaux de terrain qui se sont développés. Et pour faciliter la conception de la machine, on fait appel à ce qu'on appelle des réseaux de terrain. Donc les réseaux de terrain, donc les filières GIP et MC, ils ont un cours de réseau de terrain. Pour les autres filières,
Donc pour résumer, un réseau de terrain, c'est un réseau qui assure la connexion entre les différents capteurs actionneurs d'une machine et l'automate de cette machine. L'automate, c'est le maître et les capteurs et les actionneurs, c'est les esclaves. Et donc l'automate, qu'est-ce qu'il fait? Donc il envoie des ordres aux actionneurs, un vers un, pour lui dire de déplacer une charge, ainsi de suite, un moteur pour l'allumer ou pour l'éteindre, ainsi de suite. Et il reçoit des comptes rendus de chez les capteurs. Et donc il fait des calculs, l'automate il fait des calculs, et en fonction de ces calculs, il va commander les actionneurs en fonction des valeurs détectées par les capteurs. Et donc en général, dans un système automatisé de production, tout capteur et tout actionneur, il est défini par une variable. Ici, on va supposer que la variable du moteur, on l'appelait dièse M1. Donc, pour allumer le moteur, on va forcer dièse M1 à 1. Pour l'éteindre, on va forcer dièse M1 à 0. Ici, donc, on ne va pas envoyer une commande, on va tout simplement voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, on ne remplit pas la partie control, et on remplit la variable control by. Parce que un actionneur et un capteur, il ne contrôle pas. Il est contrôlé par. Donc ici, nous configurons ce moteur comme étant un voyant, et on va dire qu'il est contrôlé par dièse M1 et il est show at 1. C'est quoi show et hide? Show, c'est apparent, et hide, c'est caché. Donc show at 1, ça veut dire que quand le moteur il est allumé, le moteur vert il doit apparaître. Et on va faire la même chose pour le moteur rouge. Donc on va dire que le moteur rouge il ne doit apparaître que lorsque le moteur il va être éteint.